Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité du jour. Voici les titres du journal. La chaleur s'est installée durablement, une baisse des températures est attendue en fin de semaine, mais il a fallu redoubler de vigilance, notamment avec les tranches de la population les plus vulnérables, dont les personnes âgées. Nous serons dans cette édition avec le docteur Pascal Gelormini, qui nous expliquera comment est organisée leur prise en charge. C'est demain que débutera le jumping international de Monaco sur le port Hercule. Les cavaliers et leurs montures arrivent peu à peu. Cet événement du calendrier monégasque est une étape très attendue dans le monde de l'équitation. Diane Fissor, l'organisatrice du jumping, sera notre deuxième invitée. Le lancement de l'édition 2025 du Fort Antoine, c'est l'artiste Stella Cole qui a ouvert les festivités qui dureront jusqu'au 29 juillet. Nous vous emmènerons dans les coulisses du légendaire film Les Dents de la Mer. Il fête cette année ses 50 ans et hier soir un documentaire sur les secrets de ce tournage a été projeté au musée océanographique. C'est une artiste monégasque qui a longtemps porté haut les couleurs de son pays à l'international, à New York notamment, où elle a vécu de nombreuses années. De retour au pays depuis la période Covid, Caroline Berganzi expose actuellement au comité des arts plastiques de l'UNESCO. Et puis nous vous proposerons une balade en mer le long des rivages monégasques, une activité prisée par les touristes en cette période estivale. Nous avons vécu aujourd'hui encore une journée de forte chaleur. Les enfants et les personnes âgées sont tout particulièrement vulnérables dans ces conditions climatiques. Les aînés font l'objet d'une grande attention. Un système préventif a été mis en place à Monaco pour opérer non seulement une surveillance physique mais aussi mentale, puisque le fait de se protéger de la chaleur peut entraîner un isolement à domicile. Nous sommes avec le docteur Pascal Gelormini, médecin gériatre, qui va nous partager des conseils importants. Bonsoir docteur. Bonsoir. Les personnes âgées, il est vrai, sont particulièrement vulnérables en été. On parle beaucoup d'hydratation, mais est-ce que c'est la seule problématique? Quelles sont les principales complications médicales que peut entraîner la chaleur excessive chez les seniors? Alors, la chaleur excessive du fait de la déshydratation peut entraîner des complications majeures, et donc voire des hospitalisations. Donc il est important de mettre en place des actions de prévention qui agissent sur plusieurs niveaux, au niveau du logement, au niveau de la déshydratation et donc du fait qu'il va falloir augmenter des apports hydriques, au niveau des effets indésirables de certains médicaments qui vont favoriser la déshydratation, et également on peut aussi agir sur le réseau de proximité de façon à faire que toutes ces actions puissent avoir un lien au niveau de la prévention de la déshydratation des personnes âgées, qui souvent sont seules, isolées. Quelles sont les recommandations que vous donnez aux familles ou aux aidants pour qu'ils protègent leurs proches âgés pendant les fortes chaleurs? Alors tout d'abord, on va agir sur le logement. Le but est d'avoir un logement qui soit maintenu au frais le plus possible. Donc, s'il y a des ventilateurs, des climatiseurs, ça sera très bien. On fermera les fenêtres très tôt avant 9 heures, de façon à ce que la chaleur ne puisse pas rentrer, surtout les fenêtres qui sont exposées plein sud. On ouvrira pour essayer de faire du courant d'air la nuit ou très tôt le matin. On n'utilisera pas de four ni d'appareils électriques qui vont entraîner une augmentation de la chaleur. S'il y a des pièces qui sont inutilisées, on les fermera de façon à ce que ça n'entraîne pas non plus une augmentation de la chaleur. Évidemment, on va conseiller de se vêtir très léger, d'éviter de sortir pendant les fortes chaleurs et de faire des activités physiques importantes. Voilà, si on doit sortir en plein soleil, on se couvre, on met un chapeau, on met des lunettes et de la crème solaire. Voilà. En ce qui concerne les apports hydriques, on sait que la personne âgée n'a pas la notion de soif. Donc en fait, il va falloir stimuler la personne pour qu'elle boive un peu plus. Donc on conseille 4 verres le matin, 4 verres le soir. On va essayer de conseiller la prise de soupes qui sont froides, de boire un peu plus de tisane ou d'ingérer des fruits qui sont riches en eau comme la pastèque, le melon. On évitera les boissons alcoolisées
les boissons qui sont riches en sucre et les boissons riches en caféine qui majorent la déshydratation. Et puis il est un point important aussi à contrôler, c'est celui de la prise médicamenteuse pendant cette période de chaleur. Hein. Tout à fait. Le risque iatrogène existe, d'autant que les personnes âgées sont des personnes qui sont souvent polymédiquées. Donc certains médicaments, notamment ceux qui agissent sur la thermorégulation comme les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antiparkinsoniens, les médicaments qui agissent sur la déshydratation comme les laxatifs, les diurétiques, certains médicaments antihypertenseurs, ainsi que certains médicaments qui peuvent masquer des signes de fièvre comme les antipyrétiques. Donc il est important, au moindre doute, de contacter le médecin prescripteur et de voir avec lui s'il y a lieu d'adapter les posologies. Et est-ce qu'il existe des signes avant-coureurs spécifiques que les proches doivent surveiller chez les personnes âgées? Oui, en effet, il faudra surveiller la sécheresse de la bouche, le pli cutané, voir si les urines sont plus foncées, donc plus concentrées, voir s'il existe une fatigue inhabituelle, voire un état de confusion. Et quels sont les dispositifs spécifiques pour prévenir les risques liés à la canicule chez les seniors et qui sont mis en place à Monaco? Alors, nous sommes beaucoup dans la prévention, c'est-à-dire que mi-mai, nous avons déjà fait un listing de personnes que nous connaissons et qui sont à risque de déshydratation lors des fortes chaleurs. Donc, mi-juin, nous avons transmis aux sociétés prestataires de services ainsi qu'aux services d'action sociale de la mairie le listing des bénéficiaires de façon à ce que pendant les fortes chaleurs, les recommandations soient mises en place par leurs auxiliaires de vie qui interviennent au domicile. Et ce lundi, nous avons de nouveau renvoyé un listing aux sociétés prestataires de services ainsi qu'à la mairie de façon à, comme nous sommes en pleine canicule, de façon à ce que ces actions concrètes soient mises en place, notamment augmenter les apports hydriques et en qualitativement et quantitativement. Oui, parce qu'on parle du physique, mais la canicule peut aussi avoir un impact sur le moral et le bien-être mental des seniors. Ils sont souvent isolés, hein, puisqu'on leur demande de moins sortir. C'est la raison pour laquelle un des axes, c'est de permettre l'activation d'un réseau de proximité, hein, et favoriser aussi la solidarité intergénérationnelle. Les familles, en premier lieu, il faut les mobiliser quand elles ont des personnes âgées dans leur famille. Elles doivent les appeler. Si elles sont proches, elles peuvent passer les voir à leur domicile. On a également des voisins. Quand on sait qu'il y a une personne âgée qui est un peu isolée en période de canicule, on peut très bien aller sonner chez elle de façon à lui demander comment elle va. Puis ça rompra également son isolement social. Et puis on a les gardiens d'immeubles, les commerçants. Tout cela n'est pas dévolu qu'aux services publics, et je pense qu'il est important d'activer ce réseau de proximité. Voilà, vous nous avez donné des conseils de bon sens, mais aussi donc vous encouragez ce lien intergénérationnel. Merci docteur Gelormini d'avoir répondu à nos questions en cette période de forte chaleur au cours de laquelle les personnes âgées font partie des principales populations vulnérables. Merci. Nous vous le disions hier, l'Energy Bot Challenge a débuté et en marge de ce rendez-vous qui met en compétition de jeunes ingénieurs, un Job Forum est organisé pour permettre à ces étudiants passionnés de rencontrer des professionnels du secteur. Objectif, leur offrir l'opportunité de trouver leur place dans un marché en pleine mutation. Un reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. C'est un rendez-vous qui favorise les échanges directs entre entreprises et jeunes talents. Au cœur du Job Forum, les étudiants rencontrent l'industrie nautique, avec pour objectif de créer des passerelles concrètes entre la nouvelle génération et un secteur en pleine évolution. Le Job Forum, il se tient sur 5 jours. C'est une des différentes activités qu'il y a pendant le Monaco Energy Bot Challenge. Le but, c'est qu'on a plusieurs entreprises du yachting. Donc là, actuellement, c'est SBM Offshore cet après-midi. Ce matin, on avait Hill Robinson, par exemple. Et ils proposent à des étudiants, soit des stages, soit des offres d'emploi, soit simplement des contacts pour poser son CV ou trouver des pistes pour leurs études ou pour s'améliorer pour leur équipe, trouver des partenariats. C'est pas la première année qu'on a ça, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Et chaque année, ça prend une ampleur un peu plus grande et on essaye de l'améliorer comme on peut.
Curieux, enthousiastes et parfois surpris, sur place, les étudiants découvrent un secteur aux multiples facettes. Beaucoup repartent avec des contacts, des idées claires, voire des promesses de stage. C'est assez intéressant, comme sur la plupart des événements, d'aussi rencontrer des professionnels, des entreprises. Voilà, nous on est des étudiants, donc on cherche des stages, des opportunités. Et donc venir discuter avec, nous on avait discuté avec Hill Robinson et aussi avec Offshore derrière. C'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux milieux. Le Job Forum nous permet de trouver donc, des stages, des jobs, d'échanger avec des entreprises sur différents sujets, donc, tels que l'énergie, les systèmes embarqués, etc. Des domaines qu'on touche sur les bateaux. Et donc c'est vraiment une opportunité pour nous à la fois de communiquer avec les entreprises. On a pas mal de différentes entreprises, donc c'est assez intéressant, on voit pas mal de différents cas, donc à voir, ça nous permet d'explorer un peu les pistes de carrière qu'on va avoir plus tard, donc oui, peut-être le yachting plus tard, c'est envisageable. Oui. Ça nous amène vraiment à aller vers les entreprises et c'est vraiment bien fait. Si on trouve des opportunités de stage et que finalement ça nous plaît, pourquoi pas. Entre découvertes, rencontres et perspectives concrètes, le Job Forum aura tenu toutes ses promesses. En rapprochant les étudiants du monde professionnel, l'industrie nautique ancre son avenir dans la jeunesse et mise sur une relève déjà prête à embarquer. C'est un lieu qui s'anime chaque été et qui permet au public d'assister à des spectacles à ciel ouvert. Le Festival du Fort Antoine a officiellement lancé sa saison hier avec un concert de Stella Cole. Cette chanteuse américaine a un destin hors du commun. Elle a été révélée sur les réseaux sociaux et collabore désormais avec les plus grands noms du jazz. Émilie Rousseau et Julien Logier ont assisté à son concert. So if you really love me, say yes, and if you don't, dear, confess, but please don't tell me, perhaps. Une voix envoûtante, une interprétation unique et un sourire contagieux. À seulement 25 ans, Stella Cole a séduit le public venu en nombre pour la découvrir au théâtre du Fort Antoine. Cette Américaine née dans l'Illinois s'est passionnée dès son plus jeune âge pour la musique jazz. À la maison, les voix de Judy Garland, Frank Sinatra ou encore Nat King Cole résonnent, des artistes emblématiques qui l'inspirent. I love how timeless the music is. You know, it's amazing that most of the songs I sing were written in the 1940s or the 1950s, and people still love them and know them today. These timeless movies like Singing in the Rain or The Sound of Music or Casablanca, the songs I sing, the movies that I sing songs from, sorry, jet lag, they're still just as relevant today, I think, so that's a really special thing. And also, they're just sort of perfect songs. The melodies are beautiful, the lyrics are simple and perfect. I love them a lot, as you can tell. Derrière cette passion se cache un parcours hors du commun. Stella Cole s'est fait connaître en partageant ses performances vocales sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle compte plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et sur Instagram et vient de sortir son premier album financé grâce à ses fans. Elle apporte une touche moderne et jazzy à des standards intemporels pour mieux faire connaître ce genre musical. Absolutely, I think that's one of my main goals and has been all along because where I grew up in a small town in the Midwest in America, I don't think this music was very popular there. You know, I live in New York City now and people are more familiar with this music, but I think people all around the world really love this music. They might just not know it yet, or when they think of jazz, they think of maybe something a little bit less accessible, if that makes sense. So yeah, I think I really introduced hopefully thousands of people to the music, which is one of my main goals, yes. Pendant plus d'1 heure, Stella Cole, accompagnée de ses musiciens, aura transporté le public dans son univers musical, la meilleure façon de lancer la saison du Théâtre du Fort Antoine. Et la programmation du Fort Antoine se poursuivra en musique, toujours avec le 8 juillet un concert de Sanseverino. Autre événement de ce mois de juillet sportif, celui-là, les meilleurs cavaliers du moment se retrouvent à Monaco pour participer au jumping international. Le Port Hercule s'est une nouvelle fois transformé en un immense centre hippique hors norme à proximité de l'eau. Nous retrouvons sur place l'organisatrice du jumping, Diane Fissor. Bonsoir. Bonsoir.
Nous sommes dans la dernière ligne droite des préparatifs de l'édition 2025. Quelles ont été les principales étapes dans la préparation de cet événement? Alors on l'a vu grandir tout au long du port. Bien, écoutez, nous avons commencé par monter les tentes, ensuite le sable est arrivé, ensuite la décoration est arrivée. Et ensuite, nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour l'accueil des chevaux, ce qui est quand même primordial. Et hier soir, dans la nuit jusqu'à ce matin, les chevaux sont arrivés avec les camions que nous avons garés avec un petit peu de peine, je dois dire, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que prévu. Et quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans cette organisation? Parce que c'est un lieu unique, magnifique, mais il doit y avoir des contraintes. Et que dire de la chaleur actuelle? Oui, évidemment, nous sommes au plein cœur de la ville, donc nous avons énormément de contraintes. Donc nous sommes obligés de faire avec déjà le démontage du Grand Prix. Nous récupérons les zones morceau par morceau. Donc nous nous installons petit à petit en essayant de gêner le moins possible, de manière à ce que, comme je le dis, nous sommes en pleine ville. Et nous faisons de notre mieux pour que tout se passe dans le meilleur des conditions. Oui, vous êtes en pleine ville, mais sur ce port Hercule assez incroyable. Hein, c'est ce qui rend cet événement unique par rapport à d'autres compétitions équestres. Oui, le site est assez extraordinaire, il est atypique, mais en même temps il est magnifique parce que le soir, ça prend quand même une dimension magnifique avec les lumières et le casino. Oui, le cadre est magnifique. Est-ce qu'il y aura des nouveautés ou des innovations cette année? Non, il n'y a pas vraiment d'innovation, mis à part que nous avons fait venir un spectacle avec des chevaux, avec un petit poney. Et puis aussi, nous aurons pas mal d'orchestres, de manière à faire une ambiance festive. Et quel sera le plateau de cette édition 2025? Le plateau est assez extraordinaire. Puisque nous avons le 3e mondial, qui est Von Eckermann. Nous avons des Français aussi, avec Julien Epaillard, avec Philippe Rosier, Olivier Philippart, qui vient pour la Belgique, John Whittaker, qui est une légende, John Berry pour la Belgique, il y en a beaucoup. Comment percevez-vous justement l'engouement du public et des participants? Comment expliquer ça? C'est difficile pour moi à expliquer parce que pour moi, ça semble assez naturel. Mais ma foi, c'est vrai qu'il y a un engouement tout à fait particulier depuis 3 ou 4 ans où nous sommes absolument complets, je dirais presque des semaines avant l'événement. Et que si nous pouvions avoir plus de place, je pense que le public accourrait de toutes parts. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement tout à fait particulier et qui va en grandissant. Et depuis, oui, je dirais 4 ans, c'est de plus en plus important. C'est toujours important aussi de le souligner car cela demande une attention importante. Comment assurez-vous le bien-être des chevaux et la sécurité des cavaliers pendant la compétition? Pour tout vous dire, pour nous, c'est vraiment la priorité parce que d'abord, on va dire les choses comme elles sont, ce sont nos héros, donc il faut les protéger. En ce qui concerne la chaleur, nous avons mis des brumisateurs. Nous faisons tout pour que les chevaux soient accueillis dans de bonnes conditions et qu'ils puissent se rafraîchir, ne pas se fatiguer. Ce qui vaut pour les chevaux vaut aussi pour les cavaliers, mais ma foi, notre priorité, c'est quand même le bien-être animal. Et il faut que tout soit mis en place pour que ça se passe du mieux du monde. Alors ce sera ma dernière question. Vous l'avez dit, hein, depuis 4 ans, un engouement incroyable qui ne s'est jamais démenti. On l'a vu, peu à peu, le jumping a gagné un petit peu de place sur ce port. Mais quelles pourraient être les pistes de développement? Est-ce que l'on a atteint le maximum que l'on pouvait faire sur le port Hercule? Très honnêtement, chaque année, je dis, on est au maximum. Et chaque année, on trouve des solutions. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut être créatif. Et disons que l'imagination, ce n'est pas ce qui me manque. Donc, je pense qu'on trouvera des solutions. Tous les ans, vraiment, on se dit on est au max, c'est pas possible. Et puis tous les ans, on trouve des solutions pour avoir plus de public, plus de chevaux, plus de cavaliers. Et donc je pense qu'on trouvera d'une manière ou d'une autre des orientations pour que
pour que l'événement perdure et grandisse encore. Du savoir-faire et de l'imagination. Merci Diane Fissor d'avoir été notre invitée, alors que le jumping international de Monaco débute demain. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sport encore avec la suite des arrivées mais aussi des départs en pleine période de mercato. La Roca Team a annoncé aujourd'hui le départ de Mame Jaïté, une confirmation puisque les rumeurs laissaient entendre que l'arrivée de Kevarius Ice en début de semaine en provenance de Paris était destinée à pallier le futur départ de ce grand joueur à tout point de vue qui a été très apprécié à Monaco et qui serait en partance pour le Dubai BC promu en Euroleague la saison prochaine. C'est un film légendaire. Les Dents de la Mer fêtent leurs 50 ans et pour l'occasion et en avant-première, le musée océanographique a projeté hier un documentaire qui revient sur le succès de ce film de Steven Spielberg. Il s'intitule « Les Dents de la Mer, le secret d'un film culte » et d'après les réactions du public, ça valait le coup. Voyez ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Galloni. Qui n'a pas frissonné devant ces images cultes? C'était il y a 50 ans, Les Dents de la Mer sortaient dans les salles obscures. Le film de Steven Spielberg a marqué toutes les générations. J'avais eu trop peur. Moi je pense que c'est un de mes premiers films d'horreur que j'avais jamais vu. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est un de mes premiers films d'horreur aussi. Mais oui, on a eu peur. C'était épique, j'ai été pris par la musique, le trio d'acteurs est phénoménal. L'histoire est magnifique, mais après on la connaît. Et puis il y a vraiment une couleur 70s. C'est un beau film, c'est un super film. La télévision française le mettait sur les ondes genre 3 jours avant les vacances, les grandes vacances, juillet, août. Donc quand on partait en vacances, en famille, à la mer, regarder ça 2 jours avant, c'était pas top, mais j'adore ce film, je l'ai vu une centaine de fois et c'est phénoménal. Mais c'est vrai que les premières fois, c'était très très compliqué. Pour rendre hommage au blockbuster, Les Dents de la Mer, les secrets d'un film culte, un documentaire qui revient sur ce tournage épique entre requins mécaniques défectueux et conditions météorologiques défavorables. De la peur à la fascination, le plus grand prédateur des océans. Un peu de légèreté à ces 3 personnages désespérés. Sharks are absolutely essential for the health of the ocean. The impact of Jaws on sharks was there was a bit of fear, but it really jump-started research and interest. And my husband, Peter Benchley, who wrote the book, he received hundreds, thousands really, of letters from around the world saying that they had loved the book, loved the movie, and were fascinated at sharks. Le documentaire signé Laurent Bouzereau sortira le 11 juillet sur Disney+. Après de longues années loin de la principauté, Caroline Bergonzi est de retour chez elle. L'artiste revient avec une exposition intitulée « Microspective » qui retrace différentes périodes de son travail artistique. C'est à l'espace du comité AYAP sur le quai Antoine Ier. Elle se réjouit par avance d'échanger avec les visiteurs. Je vous propose de découvrir cette exposition avec Alban Gingembre et Camille Galloni. Microspective, c'est ce petit échantillon d'art de Caroline Bergonzi. De la soudure à la cire en passant par la peinture et le portrait, l'artiste touche à tout. Je suis beaucoup plus en mode expérimental, justement, à toujours chercher des nouvelles idées, pas pour trouver des nouvelles idées, mais par le sens du défi. Parce que c'est important, je crois, d'avoir de l'énergie dans chaque œuvre qu'on crée. Et si on en crée trop dans un même style, ça perd justement cette énergie spontanée. J'ai montré quelques pièces particulières qui me plaisent dans chacun de ces domaines. Un thème est toutefois récurrent dans les œuvres de Caroline Bergonzi, la forme de l'oiseau. J'ai commencé le métal suite aux funérailles de mon père, qui lui-même était passionné par cette ambiance de garage. Le phénix est sorti, qui est un symbole de résurrection. Donc il est possible que tout soit lié comme ça. Des anecdotes sur ses œuvres, Caroline Bergonzi en a plein. L'artiste est présente jusqu'au 12 juillet pour vous livrer tous les secrets de son art. Elle prévoit aussi des ateliers dialogues sur différentes thématiques les jeudis et vendredis.
C'est une première à Monaco. Un bar entièrement dédié au matcha vient d'ouvrir ses portes au 7e étage du Fairmont Hotel. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni vous présentent cette poudre de thé vert qui est de plus en plus en vogue. Tenka Matcha, c'est le nom de ce nouveau spot tendance. Ici, pas de café, mais du thé matcha, décliné en latte avec du lait d'avoine, d'amande ou de coco. Vous pourrez déguster cette boisson aux nombreuses vertus, accompagnée de madeleines ou de cookies, tous 100% maison et 100% matcha. Comme tous les gens de Monaco, je voyage beaucoup. Je vois que dans les autres pays, je vois les nouvelles tendances. Et le matcha est une grande tendance dans de nombreuses villes. Et je trouvais ça dommage qu'on n'amène pas cette tendance à Monaco même. Et donc on est très fiers aujourd'hui d'avoir notre premier matcha club à Monaco. Originaire du Japon, le matcha est une poudre de thé vert moulu très fine. Antioxydant, énergisant, il est de plus en plus prisé par les adeptes d'un mode de vie sain. Une tendance qui colle parfaitement avec l'art de vivre monégasque. Le matcha est un thé japonais. Ça a des bienfaits bien meilleurs que le café. Si vous prenez un matcha le matin, il va vous donner de l'énergie tout au long de la journée. A contrario, avec un café, vous allez avoir un pic d'énergie et puis ça va retomber. Au-delà de ça, c'est très bon pour le métabolisme, pour la circulation sanguine, pour le cœur. C'est antioxydant, donc c'est un très bon complément alimentaire, le matcha. Avec sa vue imprenable sur la Méditerranée, son atmosphère et bientôt sa terrasse, Tenka Matcha a déjà tout pour devenir the place to be de tous les amateurs de thé matcha. Allez, après cette pause gourmande, une petite bouffée d'air maritime bien agréable en cette période de chaleur. Parmi les différentes façons de visiter Monaco, il y a tout simplement à pied ou le petit train, le bus touristique également, et la possibilité de découvrir Monaco par la mer lors d'une excursion touristique le long du littoral. Fabien Bodilla et Sylvain Péroumal ont fait le voyage. Bonjour Port de Monaco, nous demandons l'autorisation de sortie pour 1 heure pour ensuite revenir à notre place. Monaco Riviera Navigation est une compagnie maritime familiale basée au port Hercule. C'est la société qui possède le bateau-bus pour aller d'un quai à l'autre. Et cet été, avec une autre embarcation, il est possible pour les touristes et tous ceux qui le souhaitent de faire une excursion sur le littoral monégasque. Le départ est donné sur le quai des États-Unis. C'est parti pour une promenade en mer d'une 50aine de minutes. Il peut y avoir plusieurs objectifs, soit en apprendre un peu plus sur Monaco, soit simplement profiter d'un beau paysage. Tout d'abord, le plus impressionnant, et c'est ce qu'on voit en premier, c'est le musée océanographique, une magnifique vue du musée océanographique depuis la mer, donc c'est quelque chose que vous n'aurez jamais depuis la terre. Ensuite, on se dirige directement vers Fontvieille, on rentre à l'intérieur du port avec un petit peu d'histoire sur la famille princière et le palais princier. Vous avez une magnifique vue de l'arrière du palais princier. Et ensuite, on sort et vous allez pouvoir voir un petit peu le nouveau quartier de Maréterra et le Larvoto, donc encore une fois avec un peu d'histoire sur le coût de l'immobilier et sur les différents complexes hôteliers que vous avez au niveau de ce quartier-là. Situated beyond those beautiful pine trees is the Grimaldi family's private swimming pool. Une visite avec un guide vocal, commenté en français et en anglais. L'Atlantique 2 fait 18,50 m. Il peut accueillir jusqu'à 97 personnes. It's very lovely, it's very beautiful, very nice to see. And there's a nice breeze as well, so because it's very hot, so it's very good to see. And it's very good to see Monaco itself and to see the beauty in Monaco. So yeah, it's very nice. Pour cette excursion touristique en mer, il faut débourser la somme de 30 €. Il y a 5 vacations par jour à partir de 11h30 jusqu'à 17h, sauf les mercredis matins et les samedis matins où une autre excursion est prévue d'environ 4h30 à la rencontre des cétacés et autres mammifères marins. Ces autres sorties en mer dont parle Fabien réservent de belles surprises. Ce matin, justement, une équipe de Monaco Info était en reportage au large de la Principauté. Le photographe Manuel Vitali a pu saisir des instantanés de toute beauté, un cachalot, des dauphins. Cela fera l'objet d'un reportage dans une de nos prochaines éditions. Et c'est sur ces très belles images que nous nous quittons. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre. À demain, 19h, pour un nouveau journal sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Une chaleur toujours aussi écrasante en principauté. La vigilance canicule est toujours de mise. Du soleil toute la journée avec quelques nuages en deuxième partie de journée, mais rien qui ne vienne rafraîchir l'atmosphère. Les températures évolueront de 25 à 31 degrés. L'indice UV sera toujours très fort. Hydratez-vous et protégez-vous. La citation du jour, remettre à plus tard est préférable à se tromper. Des mots de Thomas Jefferson, puisque demain, jeudi 3 juillet, nous fêterons les Thomas. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.